Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, les titres. Au menu de ce journal, la Centrafrique avec le camp militaire de Mpoko qui abrite des proches de l'ancien président Bozizé. Ils sont dans l'attente partagée entre le désir de rentrer chez eux ou de prendre le chemin de l'exil. Et en fin de journal, nous vous ferons découvrir Orania, une ville située au cœur du désert de Karo en Afrique du Sud, construite par la population à peau blanche qui entendent vivre loin de la notion de nation arc-en-ciel, la devise de la nouvelle Afrique du Sud. Bienvenue en Afrique centrale. Le camp militaire de Mpoko reconnu pour abriter 300 proches de François Bozizé. Il y a parmi eux l'ancien président de l'Assemblée nationale des députés ou un ancien chef d'état-major. Avec leur famille, ils sont dans l'attente de rentrer chez eux ou de prendre le chemin de l'exil. Depuis un mois et la prise de pouvoir de la Séléka, il y a ceux qui ne se montrent plus dans les rues de Bangui. Après la fuite de l'ex-président Bozizé vers le Cameroun, une partie de ses anciens dignitaires a trouvé refuge ici, à l'abri des regards, dans le camp militaire de Mpoko aux abords de l'aéroport. Un camp occupé par les blindés de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Ici, les apparats du pouvoir ont laissé place aux matelas de fortune et à la promiscuité. Près de 300 personnes s'entassent dans ce hangar par peur des représailles. Il y a des généraux, il y a des officiers de l'armée, il y a tout le monde, les enfants. Donc nous sommes inquiétés, effectivement. Sinon, c'est pas gai d'être dans un camp militaire. Hors de sa famille, vous voyez, ça fait très mal. Nous avons été indexés, avant la prise du pouvoir que nous sommes ciblés. Beaucoup voudraient partir et obtenir un droit d'asile dans un autre pays. D'autres, juste pouvoir retrouver leur maison, pillée lors de la chute de Bangui. Je préfère souffrir chez moi plutôt que de choisir l'exil. J'ai besoin de gens qui me connaissent et qui peuvent me donner du pain à manger. Je préfère rester et mourir ici. Dans le camp de Mpoko, les consignes de la FOMAC sont claires. Pas de sortie au-delà de 18 heures après la tombée de la nuit. Question de sécurité. Des précautions même si Michel Djotodia, le nouvel homme fort du pays, a promis qu'il n'y aurait pas de chasse à l'homme. Lalao Ravalomanana, l'ex-première dame, est officiellement entrée en course pour la présidentielle à Madagascar. L'épouse de l'ancien président Marc Ravalomanana est arrivée devant la cour électorale sous les applaudissements des partisans de son mari qui vit en exil en Afrique du Sud. Ambiance de campagne électorale avant l'heure devant la cour électorale spéciale de Madagascar. C'est là que l'épouse de l'ancien président en exil, Lalao Ravalomanana, dépose sa candidature pour l'élection présidentielle du 24 juillet prochain. Mais remplira-t-elle les conditions d'éligibilité? Nous sommes certains que la candidature de Madame Lalao Ravalomanana sera acceptée par le CES. La candidature ne fait pas plaisir à tout le monde, elle est appréciée par les uns et bien sûr critiquée par les autres. Je pense qu'elle ne doit pas se présenter parce qu'ils ont déjà dirigé le pays, mais ils n'ont pas été appréciés par les gens. Je préfère que d'autres personnes se présentent à l'élection, mais pas elle. Je pense qu'il faut la laisser se présenter. C'est un citoyen malgache, aucune sanction ne pèse sur elle. C'est au peuple de choisir ou ne pas choisir de voter pour elle, s'il l'aime ou pas. La Cour électorale spéciale étudiera dans les prochains jours les dossiers de tous les candidats. Le 3 mai prochain, on saura alors si Lalao Ravalomanana est éligible. La 14e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé et de l'espace CEDEAO s'est tenue cette semaine à Praia, au Cap-Vert, pour renforcer la qualité des formations en médecine générale. Les ministres ont adopté plusieurs résolutions. Faisons le point de cette rencontre avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Les personnes vivant avec le VIH-Sida dans la sous-région ouest-africaine sont souvent confrontées à des ruptures de médicaments. Face à ce mal, les ministres de la Santé de la CEDEAO se sont retrouvés à Praia, au Cap-Vert. C'était à la faveur de la 14e session ordinaire de leur assemblée. L'objectif de cette assemblée, faire en sorte qu'il y ait une bonne répartition des infrastructures sanitaires, mais surtout des soins de santé. Si par exemple nous avons en Côte d'Ivoire une usine DRV, nous aurons par exemple au Ghana une autre industrie. Nous serons donc complémentaires et cela permettra à
nos populations qui migrent, n'est-ce pas, de profiter et de bénéficier d'un système sanitaire unique, n'est-ce pas, et très proche des populations. Deux projets de résolution portant sur l'harmonisation du curriculum de formation en médecine générale dans l'espace CEDEAO et l'harmonisation des codes de déontologie des professions de santé devraient être validés. Autre aspect pratique, adopter la création d'un stock régional de sécurité en ARV. La Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité pour l'abriter. Les habitants du quartier de Mpila à Brazzaville devront encore patienter avant de pouvoir rentrer chez eux. Il y a plus d'un an, l'explosion d'un dépôt de munitions avait fait 300 morts et 17 000 sans-abri. Le danger n'est toujours pas écarté un an après car il reste de nombreuses munitions logées en profondeur dans le sous-sol. Plus d'un an après l'explosion qui a fait environ 300 morts, 2300 blessés et 17 000 sans-abri, le site de Mpila à Brazzaville a toujours l'allure d'un champ de bataille. La zone où se trouvait un dépôt de munitions et d'armement de l'armée congolaise à l'origine de la catastrophe a été déblayée et dépolluée par des spécialistes du déminage, mais des interrogations demeurent sur la dangerosité du site. C'était l'objet d'un rapport établi par la délégation de l'Union européenne dont le contenu a été rendu public mercredi. Cette étude indique que les opérations de dépollution financées par l'Union européenne ont permis de nettoyer environ 145 hectares de surface et de neutraliser plus de 2,6 millions de munitions non explosées. Techniquement, le haut risque a été levé. Au moment opportun, les autorités donneront libre cours à l'accès à la zone de Mpila. Le problème principal est posé par des munitions restées en profondeur et qui pourraient représenter un danger en cas de reconstruction de bâtiments. Autre problème, celui des sinistrés revenus s'installer aux abords du site. Rien n'indique pour l'instant qu'ils ne sont pas exposés à de nouveaux risques. Ce rapport a bien présenté ses failles, comme quoi le travail n'était pas totalement terminé. Nous avons déploré au cours de ce rapport que pendant la dépollution de la zone, il y avait des familles qui vivaient dans cette zone-là, donc il n'y a pas une grande sécurité qui a été faite. Et notre grande demande, c'était de savoir est-ce que vraiment les populations pouvaient résider et vivre dans la zone après la dépollution. Le rapport de l'Union européenne appelle le gouvernement congolais à procéder à une réévaluation des risques, mais le colonel Oyobe a déjà prévenu, en matière de déminage, le risque zéro n'existe pas. Les premières arrestations au Bangladesh après l'effondrement d'un immeuble cette semaine à Dhaka, la capitale. Le propriétaire du bâtiment reste pour l'instant introuvable. 2 hommes sont inculpés d'homicide pour négligence. Le bâtiment a été construit illégalement. Le dernier bilan est d'au moins 330 morts. Cet homme est toujours sans nouvelles de sa femme. Elle était venue travailler dans cet immeuble, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Des larmes qui se mêlent à la colère. Après plusieurs jours de tension dans la capitale, les autorités ont annoncé l'arrestation de 2 propriétaires d'ateliers situés dans le bâtiment qui s'est effondré mercredi. 2 ingénieurs sont également entendus par la police. Ils avaient validé la construction de l'immeuble. La femme du propriétaire a également été interpellée. Son mari est toujours en fuite. La bâtisse de 8 étages, dont 3 construits illégalement, abritait 5 ateliers et pouvait contenir près de 3000 travailleurs. Les secouristes poursuivent leurs recherches. Ils doivent faire vite pour sortir les survivants des décombres. Je suis allé en dessous et j'ai vu 15 personnes vivantes. On peut les sauver aujourd'hui. On pourra les sortir de là après avoir évacué les débris de fer. La veille de la catastrophe, des ouvriers avaient signalé des fissures. Mais les responsables des ateliers qui fournissent des grandes marques européennes n'en ont pas tenu compte. Ils sont accusés de négligence. L'effondrement du Rana Plaza est le pire accident qu'ait connu le secteur du textile au Bangladesh. Il y aurait plus de 300 morts et le bilan pourrait s'alourdir. Un grand nombre de travailleurs sont encore coincés sous les décombres. Au Rwanda, un programme singulier a permis à des milliers de familles pauvres de devenir des petits éleveurs. Mais après quelques années, ce sera à leur tour d'aider une nouvelle famille. Au cœur de la campagne rwandaise, Philomena prend soin de son petit élevage. Il y a 2 ans, cette jeune veuve, mère de 5 enfants, a été choisie pour bénéficier d'un programme d'aide aux familles les plus vulnérables. On lui a confié un cochon, elle l'a fait fructifier. Mon cochon s'est reproduit. Plusieurs petits sont nés. J'en ai donc offert 2 à d'autres familles dans le besoin pour les aider à démarrer. Cochons, chèvres, lapins,
En 5 ans, au Rwanda, 16 000 familles ont reçu des animaux domestiques dans le cadre de ce programme d'appui au petit élevage financé par la coopération belge. Elles ont aussi bénéficié d'une formation pour apprendre à s'occuper des animaux et les commercialiser. En retour, les bénéficiaires s'engagent à offrir une partie de leur production à la personne suivante sur la liste d'attente. C'est comme ça que d'autres sont entrés dans la boucle. J'étais extrêmement pauvre. Je n'avais pas de quoi acheter du savon pour faire ma toilette. Aujourd'hui, je peux m'offrir du savon, de la crème. Je peux même payer la cotisation de ma mutuelle de santé. Avec 5 ans de recul, l'expérience est positive. Dans ce pays où la vache est reine, elle a mis en évidence l'intérêt d'un cheptel diversifié. Et la diversification, comme toujours, eh bien, c'est une bonne chose. Ça permet de faire face aux fluctuations des prix du marché, faire face aux fluctuations du climat, de maladies du fourrage. Donc, avoir plus de ressources, finalement, c'est être plus riche. Co-initiatrice de ce projet, la Belgique se retirera à la fin de l'année. Elle espère que le Rwanda reprendra ce programme à son compte. Je l'annonçais en titre, Orania est une ville au cœur du désert de Karou en Afrique du Sud. Orania, c'est plus précisément une colonie où des Blancs vivraient loin, très loin de la nation arc-en-ciel imaginée par Nelson Mandela. Dans cette ville autonome, tous les habitants sont des Blancs. Regardez. Bienvenue à Orania, ville fondée en 1991 dans une région désertique d'Afrique du Sud par des Afrikaners, pour des Afrikaners seulement. Ici, tout le monde est blanc, parle afrikaans et partage la même culture. Les habitants ont construit la ville eux-mêmes, juste après la libération de Nelson Mandela. Un lieu unique dans un pays à majorité noire, où les Afrikaners avaient le pouvoir pendant l'apartheid. Nous voudrions redéfinir nos structures de telle sorte que nous décidions de nos propres affaires. Et en ce sens, que nous soyons libres et en même temps en paix avec tout le monde autour de nous. Cette ville de 1000 habitants appartient aux habitants eux-mêmes. Ils ont leur propre monnaie et leur drapeau. Les nouveaux venus achètent ou louent leur terrain à une compagnie privée, VAB, qui gère la ville. Un conseil municipal constitué des propriétaires a été créé pour gérer les affaires courantes comme l'eau et l'électricité. On se réunit entre directeurs. Nous sommes propriétaires de terres à Orania et nous sommes élus pour 1 an. Ensuite, on gère les mêmes fonctions que tout autre conseil municipal. Orania a une croissance démographique de 9% par an. Elle attire les Afrikaners déçus du nouveau régime sud-africain et apeurés de la criminalité élevée qui sévit dans le pays. Aujourd'hui tolérée par le gouvernement, la ville se base sur l'article 235 de la Constitution sud-africaine qui garantit le droit à l'autodétermination d'un peuple. La prochaine étape pour les habitants d'Orania, la création d'une république afrikaner. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.